Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler de deux romans d'une même autrice. J'ai lu donc deux de ses livres qui sont sortis maintenant il y a quelques années. Il s'agit de Flor Vesco, que j'avais déjà lu, L'Étrange Malaventure de Mirella, que j'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie de découvrir d'autres romans d'elle. Et les deux que j'ai lus sont, on peut dire, complètement différents. Néanmoins, on retrouve quand même beaucoup de points communs entre ces deux livres et aussi avec Mirella. Quelque chose qui revient quand même toujours dans ces romans, c'est quand même l'utilisation et l'art de savoir utiliser les mots pour en fait créer beaucoup de jeux de mots. Voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ces romans, c'est toujours l'utilisation de ces jeux de mots. Et c'est assez drôle parce qu'en fait son premier roman qu'elle a écrit, De Cap et de mots, déjà dans le titre, on comprend qu'il y a deux mots, donc on comprend que c'est quelque chose qu'elle affectionne de jouer avec les mots. Et ce roman va tourner vraiment autour de l'utilisation des mots, que ce soit en créant des mots qui n'existent pas ou en faisant des jeux de mots. Et on comprend que finalement, ce point qu'elle a voulu mettre finalement dans ce roman est sa ligne de vue, sa ligne de mire dans la continuité de tous ces romans qu'elle va écrire par la suite, en tout cas que j'ai lu actuellement, qui joue toujours en fait sur, c'est vrai, cette thématique du jeu de mots. C'est quelque chose qui revient toujours. Elle a tendance à écrire beaucoup donc pour la jeunesse. Mirella avait un petit ton un peu plus adulte. Mais néanmoins, je trouve quand même que c'est une autrice qui a une très très belle plume, qui ne va pas dans la facilité. On a vraiment des mots, je ne vais pas dire compliqués, mais des mots très recherchés. On n'hésite pas vraiment à chercher vraiment des synonymes de tous les mots pour arriver à compliquer la chose. On a vraiment des romans vraiment très riches, très bien construits, et voilà, assez enlevé, qui est vraiment au-dessus que ce qu'on peut lire beaucoup si on classe dans cette thématique de romans, on va dire, assez jeunesse, destinés à la jeunesse, destinés aux enfants. On est vraiment sur quelque chose d'assez haut de gamme par rapport aux autres romans dans la même catégorie qu'elle. On est vraiment sur du haut de gamme et sur quelque chose vraiment de travaillé, d'abouti, de recherché. Et vraiment, il y a vraiment une construction au niveau de l'écriture vraiment très 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 approfondie. Donc je vais tout de suite vous parler donc de ces deux romans que j'ai lus d'elle. L'un d'eux faisait partie du PLIB l'année dernière. Donc je répète pour ceux qui ne savent pas ce qu'était le PLIB, c'est le prix littéraire de l'imaginaire qui récompense le meilleur livre francophone sorti de l'année précédente. Le jury est composé de Instagrammeurs, booktubeurs, blogueurs, et en fait, ensemble, on élit le meilleur livre sorti de l'année d'avant. Et donc l'un des deux livres que je vais vous présenter faisait partie de cette sélection de l'année dernière du. Donc je vais commencer avec De Cap et de mots, donc de Flor Vesco bien évidemment. Là j'ai l'édition poche, donc il me semble que si je ne me trompe pas, c'était son premier roman, premier ou deuxième en tout cas. Et alors, on est sur un ton vraiment extrêmement jeunesse sur ce roman. On est dans une aventure qui se passe à l'époque un peu moyenâgeuse. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est qu'on retrouve des mots en fait, de l'époque. Donc on retrouve un petit peu ce qu'elle a développé dans Mirella. Mirella, qui était un des points forts de Mirella, c'était l'utilisation de tous les mots un petit peu de l'époque. Un petit peu avec un vieux français, etc. Et j'ai trouvé qu'on retrouvait un petit peu cet esprit-là dans ce roman aussi, qui nous permet vraiment de nous immerger encore plus dans l'ambiance du roman. Ensuite donc Cyrine, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère, son père est décédé, qui vit avec sa mère et ses frères. Et en fait sa mère, à un moment donné où son père est décédé, elle veut se débarrasser de ses enfants parce qu'elle n'a plus forcément les moyens de s'occuper de tous deux et pour avoir un peu plus de liberté. Donc Cyrine décide de partir avant que sa mère essaie de la caser dans un mariage arrangé. Elle décide de partir pour le château, pour devenir en fait dame de compagnie de la reine, qui apparemment c'est quelque chose d'assez compliqué, dans le sens où la reine n'arrête pas de changer de dame de compagnie, etc. Il y a une vraie lutte entre toutes les différentes dames de compagnie pour devenir la dame principale de la reine. Et donc Cyrine part au château pour devenir dame de compagnie de la reine. Donc on va suivre les aventures de Cyrine au niveau du château. On va découvrir donc la reine, ses différentes dames de compagnie, en particulier Chrysanthe, qui sera sa plus grande rivale parce que Chrysanthe veut la place de première dame de compagnie principale. On découvre également le roi,
On découvre qu'il y a des problèmes de santé. On va aussi avoir le conseiller du roi qui semble cacher quelque chose. On va découvrir l'envers du décor du château avec forcément les cuisiniers, les bonnes, etc. Et également Léon qui est l'apprenti du bourreau. Donc tous ces personnages-là, toute cette basse-cour un petit peu de personnages vont créer en fait une sorte, comme si c'était une sorte de pièce de théâtre dans ce roman, c'est ce que j'ai trouvé, une sorte de pièce de théâtre, où en fait Cérine va évoluer pour arriver à déjouer les pièges que va lui tendre la reine, pour y faire sa place, et pour arriver à réussir en fait à rendre fière sa mère quelque part, en lui montrant qu'elle pouvait réussir au château. Et donc l'arme principale de Cérine pour réussir à faire sa place et à faire ses preuves et à ne pas se faire manger par toutes ces personnes méchante du château, c'est l'usage des mots. Et en fait, dès le départ, c'est comme ça qu'elle va réussir à faire sa place, c'est qu'elle va inventer un mot auprès de la reine. Et la reine, pour pas passer pour bête, parce qu'elle ne connaissait pas ce mot, elle va rentrer dans le jeu en fait de Cérine en faisant passer pour ce mot pour quelque chose de merveilleux. Et tout le monde va rentrer dedans, et en fait, ce mot inventé de pure pièce par Cérine va rentrer dans le vocabulaire courant du fonctionnement du château. Donc voilà un exemple en fait qui montre l'utilisation encore une fois des mots dans les romans de Flor Vesco, et là c'est par la création en fait de mots, et montre en fait cette création que va faire Cérine pour arriver à trouver sa place, parce qu'en fait elle va montrer par sa dextérité, par son intelligence et par son art de manier les mots, qu'elle va réussir en fait à jouer en bourrique ses adversaires et retourner les situations contre eux. Donc voilà un peu grosso modo le résumé un petit peu global du roman. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est vrai que c'est cet aspect de l'utilisation des mots. C'est vrai, comme je dis, on a l'impression d'être dans une sorte de pièce de théâtre. On est sur un esprit assez burlesque du genre, une sorte de comédie burlesque. C'est ce que j'ai trouvé un peu à l'ancienne finalement. Je trouve qu'on pouvait, ça fait un peu des vieux romans qu'on n'en trouve plus forcément aujourd'hui dans la littérature française. Donc j'ai passé un bon moment, même si effectivement moi, parce que j'aime lire, etc., je n'ai pas forcément accroché à 100%, parce que pour moi ça manquait un petit peu d'action ou d'autre chose. Néanmoins, c'est quand même, il faut reconnaître le talent narratif qui a été amené dans ce livre et l'utilisation scénaristique et narrative des mots pour vraiment rendre son histoire crédible, intéressante et prenante. Pour moi, j'ai vraiment trouvé ce livre comme en fait le précurseur, l'origine story, on va dire, de ce que deviendra en fait derrière son livre qu'elle a écrit il y a 1 ou 2 ans, L'Étrange Malaventure de Mirella. Je trouve vraiment que L'Étrange Malaventure de Mirella, que moi j'ai adoré, je trouve vraiment qu'en fait c'est ce livre-là en beaucoup mieux. On retrouve tous les ingrédients qu'on pouvait avoir dans ce livre avec encore plus d'approfondissement au niveau de l'histoire. C'est vraiment très réussi. Donc on sent vraiment que ce livre était un premier jet et en fait qui va donner toute la dimension en fait d'autrice après à Flor Vesco. Enfin, en tout cas, moi c'est l'avis que j'en ai eu sur ce livre. Et en deuxième, j'ai lu Gustave Eiffel et les âmes de fer, donc toujours de Flor Vesco. Alors lui par contre en fait, ça serait limite un deuxième tome. On peut le lire indépendamment, c'est pas un souci, mais il y a un petit lien avec un autre livre qu'elle a écrit, Louis Pasteur contre les loups-garous, que je n'ai pas lu. Donc, et en ayant lu Gustave Eiffel et ayant super apprécié, et limite c'est un mini coup de cœur, j'aurais vraiment envie de lire Louis Pasteur pour vraiment me replonger dans cet univers, parce que si Louis Pasteur est dans la même veine que Gustave Eiffel, je ne doute pas que je vais adorer, parce que pour moi, là, entre les 3 livres que j'ai lus de Flor Vesco, c'est vraiment celui-là que j'ai préféré, parce qu'il y a une dimension aventure, enquête, univers qui m'a vraiment énormément plu, et même voilà, j'ai vraiment envie de lire Louis Pasteur et les loups-garous, et pourquoi pas aussi un Gustave Eiffel 2, je trouve que ça serait bienvenu, parce qu'il y a une fin assez ouverte, on a envie de savoir ce que va devenir ce personnage, c'est très intéressant, et l'univers aussi est très intéressant, donc potentiellement je serais vraiment très intéressé si elle pouvait faire un 2. Gustave Eiffel, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 23 ans. Donc là encore, on voit rien que par là, même si on est dans un roman de jeunesse, voilà, on sent que le ton va être assez adulte, parce qu'on a un héros qui n'est pas du tout jeune, qui est déjà dans l'âge adulte. Donc forcément, ça donne une autre dynamique et une autre dimension à l'histoire.
Et en fait, il veut trouver un métier. En tant que, voilà, c'est un grand chercheur, un grand inventeur, c'est un scientifique, donc il veut trouver, voilà, peut-être un boulot de contremaître, etc. Et il galère, ça fait 6 mois qu'il est sorti de ses études, il trouve pas de boulot, c'est très compliqué pour lui, voilà, il a les réponses qu'il a pas assez d'expérience. On est donc dans une époque un petit peu ancienne, hein, ça se passe pas à notre ère, hein, on se trouve forcément de se retrouver dans les fins 1800-1900, enfin dans les années 1800. Et il va regarder le journal, et il va voir une annonce dans le journal, où en fait l'annonce, le lieu est donné sous forme de coordonnées, enfin c'est qu'un ensemble de chiffres. Et l'annonce dit clairement que c'est peut-être un appel à l'aventure. Donc il est très intrigué par cette annonce. Et Gustave va donc partir. Voilà, c'est société très fermée, recherche esprit logique et cœur aventureux. Et donc, Eiffel va être intrigué par cette annonce et va se dire qu'il n'a plus rien à perdre, qu'il va déjà, grâce à ses connaissances, rechercher par rapport à ses numéros, arriver à trouver l'adresse. Il va arriver à l'adresse, il va arriver dans une salle où il y a d'autres jeunes comme lui. Et un homme va arriver, va les accueillir et va leur dire qu'ils vont passer différentes épreuves pour voir s'ils sont aptes à pouvoir pourvoir au poste sans leur dire concrètement ce que c'est. Il y a une série d'épreuves que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je trouvais ça sympa, les épreuves, j'ai trouvé ça plutôt bien trouvé, original, ça m'a fait penser à certaines choses qu'on voit d'un fois dans certains mangas, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a bien plu et qui m'a tout de suite vraiment accroché à l'histoire. On s'identifie aussi très rapidement à Gustave Eiffel qui a ce côté, voilà, qui a envie de réussir, qui a des connaissances, mais qui a une très forte manque de confiance en soi. Donc on arrive toujours un petit peu à s'identifier à ce genre de personnage. Et bon, sans en dévoiler forcément sur l'histoire, parce que bon, en fait, on pourrait diviser le roman en fait en deux parties, parce qu'il y a cette première partie où il va découvrir, il a passé ses différentes épreuves pour entrer dans cette entreprise. Bon, vous vous doutez bien, sans spoiler, que forcément il va réussir, parce que sinon il n'y a plus d'histoire. Donc on découvre quelle est cette entreprise, le lien qu'il y a avec en fait, le roman Louis Pasteur. Et après, on passe dans une deuxième partie où il y a une aventure, une enquête que va mener Gustave Eiffel pour le compte en fait, de cette entreprise et dans leur but. Et c'est cette deuxième partie qui est aussi excellente. Après une première partie, voilà, où j'ai trouvé que introductif de l'univers, mais malgré tout avec ces systèmes d'épreuves qui mettaient bien en fait en place cet esprit que veut mettre Florescu dans son roman, où la science a une part prédominante et un peu de débrouillage, un petit peu se débrouiller, un peu à la mode MacGyver, etc. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien et super intéressant. Et cette deuxième partie, où là on est plus dans un esprit d'infiltration, d'enquête, d'espionnage, très bien fait. Et là aussi, on retrouve en fait, les ingrédients qu'elle a voulu mettre en place avec le côté en fait, de se débrouiller et de découvrir les mystères, d'enquête, qui est vraiment très 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 bien. Donc c'est vrai que de A à Z, le roman nous prend, on est pris dedans et on accroche. Et les personnages sont super touchants, sont super attachants. On retrouve l'esprit des jeux de mots. Gustave Eiffel fait beaucoup de jeux de mots, donc lui forcément avec tous les types de métaux. Donc c'est super bien trouvé, c'est super bien pensé, et ça ajoute toujours une petite touche d'humour. Donc ça j'ai trouvé très très bien. Et donc on est vraiment pris dans l'enquête, et par tout cet univers qu'elle met en place. Et non, vraiment, je vois pas de défaut à ce roman. Je trouve vraiment qu'il est réussi de A à Z, et on a vraiment envie d'avoir une suite pour vraiment étoffer encore plus tout ça. Parce que, pas qu'il en manque là, mais on a envie d'en savoir plus, on a envie de s'y plonger encore plus. Voilà, le livre n'est pas forcément très long, il faut faire un peu plus de 200 pages, et c'est vrai que on est triste en fait de déjà quitter son personnage de Gustave Eiffel parce qu'on a envie d'en voir plus. Et voilà, j'ai vraiment très envie de. Vraiment, si elle pouvait faire une suite, ça serait vraiment très 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 agréable parce que moi j'ai vraiment passé un excellent moment sur ce roman. Donc si vous aussi vous avez lu du Florescu ou si vous avez lu l'un de ces deux romans, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!